Merci pour ces paroles et merci, Monsieur le pasteur, de nous rappeler à nos sources fondamentales qu'on perd vraiment beaucoup de vue ces jours-ci. L'état du monde n'a jamais été bien fameux, mais lorsque, comme c'est le cas aujourd'hui, tout nous donne l'impression de se désagréger, alors c'est l'espoir, ou plutôt l'espérance elle-même, qui semble atteinte, et il ne le faut pas. Et le psaume que vous venez de citer nous rappelle il ne faut jamais désespérer. C'est ce que je me propose de vous aider à faire ce soir. L'exercice n'est pas facile, parce que les raisons d'espérer, il faut quand même les chercher, mais je pense sincèrement que ce monde n'a pas fini, avec tous ces craquements, de dire ces derniers mots. Vous savez, il y avait un très grand historien français qui, d'ailleurs, une place à Paris sur le boulevard Saint-Germain porte son nom. Il s'appelait Jacques de Bainville. Et Bainville, un jour, fait une conférence. On est en 1934. Hitler est arrivé au pouvoir l'année d'avant, en 1933. Il fait une conférence exactement comme ce soir, devant un auditoire à Paris, je ne sais plus où. Et une dame, à la fin de sa conférence, vient le voir et dit « Mais monsieur, ce que vous nous avez décrit est terrible. Jamais on a été autant menacé par la guerre. Il n'y a pas d'espoir dans aucune direction. Tout semble perdu. Le monde n'est jamais allé aussi mal. » Et Bainville a produit cette phrase que je trouve pas puissamment exacte. « Madame, vous vous trompez. Le monde n'est jamais allé bien. » Donc, il faut bien avoir conscience que ce que nous appelons aller mal, ce sont des conflits qui nous touchent de plus près que d'autres, mais n'oublions jamais que les conflits qui sont plus loin de nous ne nous touchent guère. Et si vous connaissez une année depuis que ce monde existe, sans conflit, je vous prie de me citer laquelle. Cela fait partie de l'homme, et c'est tout ce que l'on retrouve dans les textes, notamment dans la Bible, mais cela fait partie de l'homme que de contenir dans son comportement et dans sa conscience la colère, le meurtre, toute série d'horreurs à laquelle on a assisté. Alors, concernant l'Arménie, la première chose que j'ai envie de poser sur la table devant vous ce soir, c'est que personnellement, appartenant à la 3e génération d'immigrés installés, à la 3e génération de Français d'origine arménienne et étant issus de grands-parents, j'ai très bien connu tous les 4, j'ai très bien connu aussi les parents de Yéris, j'ai connu des gens qui étaient nés au 19e siècle et qui se portaient vraiment volontaires pour essayer de nous enseigner une autre voie dans la vie que celle de la désespérance. Et au nom de l'enseignement qu'ils nous ont laissé, je crois qu'il faut envisager l'histoire la plus tragique même d'un pays aussi déchiqueté que l'Arménie comme une série de leçons. Et pour cela, il faut aller vers la connaissance. Et ce que je me propose ce soir de faire avec vous, c'est essayer de découvrir davantage cette histoire, a priori très complexe, qui ne l'est pas tant que cela. L'Arménie est un royaume, beaucoup plus qu'un État, qui remonte à très loin, en arrière. Il remonte à l'Antiquité, à l'époque où les Arméniens s'installent sur la tache rouge que vous voyez ici sur la carte, car c'est le noyau originel de peuplement. L'Arménie ne porte même pas ce nom-là. Elle a, comme beaucoup de pays, la France s'appelait la Gaule, etc. C'est assez banal, assez courant. Mais ce peuple était issu d'une fusion, de toute évidence, comme énormément de peuples, encore une fois le peuple français, avec sa racine gauloise, sa racine celte et son greffon romain essentiel, qu'on a appelé, à tort ou à raison, les Gallo-Romains, mais c'est exactement pareil pour les Arméniens. Nous savons
à travers de très faibles sources archéologiques, que les Arméniens ne venaient pas de cette région. Il y avait, là où vous avez à peu près où se situe le mot Turquie, vous aviez les Hittites. Au sud, vous aviez les Perses, déjà, qui était une civilisation assez avancée dans l'Antiquité. Et plus au sud, dans le pays qu'on appelle aujourd'hui l'Irak, vous aviez plusieurs civilisations successives, Sumériens, Akkadiens au nord, et évidemment Babyloniens. Tous ces peuples guerroyaient entre eux énormément, et comme nous le raconte la Bible, les Babyloniens ont réussi à conquérir Jérusalem, à déporter le peuple hébreu en Babylonie, où le peuple hébreu a puisé une grande partie de sa culture biblique. Et puis, l'invasion perse a chassé les Babyloniens et l'histoire d'Israël a pu commencer, ou plutôt recommencer. Pour l'Arménie, c'est quelque chose d'assez comparable. Les Arméniens proviennent, nous le savons, grâce à des études qui portent sur la langue, car nous n'avons pas de traces archéologiques qui établissent cette réalité. Les Arméniens venaient très vraisemblablement d'une région qu'on connaît bien, qu'on appelle les Balkans. Nous le savons parce que dans la structure même de la langue arménienne, il y a des constructions de type hellénique, de façon grammaticale, pas à l'oreille du tout. Mais l'arménien se rattache au grec ancien. Il y en a encore des traces dans la langue d'aujourd'hui assez nettes. Le privatif, par exemple, a ou an au début d'un mot qui est courant en arménien, est exactement le même privatif que a ou an en grec. Anesthésie, c'est inesthétique. Alors le in est davantage latin, mais le an est grec. En arménien, il y a exactement le même privatif, an. Il y a beaucoup de choses, je ne vais pas faire de la linguistique, mais c'est juste pour vous indiquer qu'on tient de sources sûres que ce peuple avait un noyau originel qui provenait de là, et puis ensuite, à travers des migrations diverses, à travers la Turquie, il est allé jusqu'à l'est de la Turquie, où il s'est posé, où il s'est établi. L'autre trace que nous avons, celle-là elle est irréfutable, c'est le récit que nous a laissé Xénophon, l'auteur grec, qui raconte l'anabase, ça s'appelle comme ça, l'anabase de Xénophon, c'est-à-dire le retour des armées d'Alexandre, Alexandre le Grand, qui était allé, comme vous le savez, jusqu'en Inde. En revenant, Alexandre traverse ce qu'on va appeler ensuite l'Arménie. Et c'est raconté par Xénophon, qui raconte même les consommations alimentaires et les mœurs de ce pays. Ça fait un paragraphe, mais c'est quand même irréfutable. Les Grecs connaissaient ce pays-là et ce peuple-là. Très vite, en raison de la présence de cuivre et de différents minerais, surtout le cuivre, l'Arménie a pu accéder à une phase de prospérité et c'est un pays qui est arrivé assez vite à produire des armes avec une bonne démographie sous l'Antiquité, contrairement à aujourd'hui. C'est un pays qui est arrivé à atteindre la taille d'un empire. Donc Alexandre, on est vers 430-450 avant Jésus-Christ et on arrive à l'empire arménien du roi le plus sommital de l'histoire de l'Arménie, qui s'appelle Tigrane II. On est là une centaine d'années avant Jésus-Christ, au 1er siècle en tout cas, avant Jésus-Christ. Ça va être le dernier symbole d'indépendance. Ce roi va, étant son royaume de la Caspienne, que vous voyez ici à droite sur la carte, jusqu'à la Méditerranée que vous ne voyez pas, c'est-à-dire dans la région d'Antioche, et il lui est même arrivé d'occuper pendant l'intervalle de 4 à 5 années la ville de Jérusalem. Difficile à le croire, mais c'est pourtant tout à fait exact. L'Arménie a donc une caractéristique géographique originale dès le début. Elle n'est pas nécessairement cantonnée au petit paysage que vous voyez là sur cette carte, c'est-à-dire à cette tache rouge. Elle est beaucoup plus vaste.
L'invasion romaine, dirigée par le général Lucullus, va régler le sort de l'Arménie, puisque l'Arménie va être vaincue. Elle va prendre le parti de Pompée contre César. Pompée va être battu, César victorieux, et l'Arménie va donc subir le joug romain, qui ne sera pas particulièrement dur, mais ça va devenir en gros un allié de Rome jusqu'au IIe siècle. Après quoi, l'Arménie reçoit donc un héritage romain, ce que certains d'entre nous, des Arméniens de France, ont fait des analyses d'ADN, et beaucoup se sont retrouvés avec du sang italien, enfin des gènes italiens, et se demandaient ce que ça faisait faire là. Mais c'était évidemment la trace romaine qui reste dans l'ADN. Vous pouvez aussi faire ça, je ne vous le conseille pas, parce que les données sont ensuite rendues publiques. Donc elles ne sont pas privées. Personnellement, je ne l'ai pas fait. Mais mes parents l'ont fait, et on a appris comme ça qu'on avait du sang romain. Je pense que ça remonte à ces années-là, entre autres choses, parce que tout ça est très très mélangé. C'est un pays qui va, à partir de là, s'inscrire en marge des empires. Ayant été un empire de façon très brève, une vingtaine d'années à peu près, il va devenir une pièce rapportée tout à fait décisive pour les grands empires de cette région. À l'époque de l'Antiquité, il n'y a pas de Turcs, il n'y a pas d'Arabes au sens islamique, il y a des populations qui parlent des langues pré-arabiques, comme les Syriens qui parlent le syriaque, les Irakiens qu'on n'appelle pas Irakiens, les Nabatéens qui sont aujourd'hui appelés Jordaniens. Il y a tout cela, mais il n'y a pas d'unité. Donc, quels sont les empires? Eh bien, il y en a un qui s'impose, dont je viens de parler, qui est l'Empire perse. Il n'y a pas de Russes, pas plus qu'il n'y a de Slaves encore, au nord. Il y a la Géorgie, qui est un royaume aussi ancien presque que l'Arménie. Mais il y a la transformation de l'Empire romain à l'ouest, qui est devenu entre-temps, à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, chrétien, et qui est devenu byzantin. Avant même que cet empire romain d'Orient devienne chrétien, l'Arménie fait un choix décisif qui dure jusqu'à aujourd'hui. Se voyant menacé par les Occidentaux que sont les Romains suivis des Byzantins, puisque l'Empire romain laisse place à l'Empire romain d'Orient, qui est dirigé par Constantin, le fondateur de Constantinople, et que l'Empire romain d'Orient, à son tour, va s'helléniser complètement et va donner naissance à l'Empire byzantin. Les Arméniens essaient de sauver leur indépendance, et ils ont là une idée politique, car la religion est toujours liée à la politique. C'est une grande leçon que nous a laissée Ernest Renan. Les Arméniens décident de devenir chrétiens. Ils se convertissent. Il y a beaucoup d'histoires légendaires qui sont très belles, mais comme l'histoire du vase de Soissons en France, les phénomènes de christianisation sont toujours mythifiés. Méfions-nous. C'est beau, on a appris ça à l'école, mais le fait que ce soit beau ne veut pas dire que c'est vrai. En tout cas, c'est ainsi que un saint qui s'appelle Grégoire l'illuminateur pour les Arméniens, illumine le pays et voit le Christ descendre à une dizaine de kilomètres d'Erevan, dans une ville qui s'appelle Etchmiadzin, qui est la capitale aujourd'hui religieuse, car Etchmiadzin, ça veut dire Etch, ça veut dire descendre, Miadzin, ça veut dire le seul, l'unique. L'unique est descendu, c'est-à-dire le Christ. Et les Arméniens vénèrent dans l'église maîtresse de dans l'église édifice maîtresse de leur église au sens ecclésiologique du mot, ils vénèrent, et ça c'est toujours très touchant, je trouve, même si je suis pas porté vers ces vénérations-là, ils vénèrent le point où Jésus a été vu. Donc quand vous entrez dans cette église, qui fait à peu près cette taille-là,
Vous avez au milieu de la travée centrale, ici, de la nef, vous avez un point avec un évangile qui est posé, et tout le monde se prosterne et embrasse ce point, parce que c'est là que le Christ serait descendu. Indépendamment de la mythification, que signifie cela? Ça signifie que l'Église arménienne a eu besoin de se rattacher directement au ciel sans passer par la transition de l'Église byzantine qui était de langue et de culture grecque. Les évangiles, nous le savons, ont été écrits en grec. La culture grecque est déterminante. Si Jésus ne parlait pas grec, l'apôtre Paul, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était un grec extrêmement lettré. Les Arméniens vont dessiner une première bretelle indépendante. Pourquoi? Parce que le fait d'être chrétien pour Grégoire, qui était issu de la famille royale, c'était se rendre indépendant. Il s'est fait chrétien en 301, c'est-à-dire très tôt, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons le dire, l'Arménie fut et est le premier royaume chrétien de la terre, le premier à avoir adopté le christianisme. L'édit de tolérance du christianisme, l'édit de Milan, date d'une vingtaine d'années après, et ce n'est qu'un édit de tolérance. Quant à la conversion de l'Empire romain, elle est bien plus tardive. Donc oui, l'Arménie est le premier royaume chrétien de la terre. Et les Arméniens le doivent au génie politique de Grégoire, qui s'est imaginé ainsi que, en devenant chrétien et en recevant le Christ directement sur le sol de l'Arménie, il n'y aurait pas d'intermédiaire, il n'y aurait pas de dépendance. La plupart des églises d'Europe ont été fondées par des saints qui ont été envoyés soit par Rome, soit par Constantinople. C'est le cas, par exemple, de l'église russe. J'ai assisté au millénaire de la Russie orthodoxe. La Russie s'est convertie en 987. L'impératrice Olga et le prince Vladimir, n'est-ce pas, ont fait leur baptême, ça vous renvoie à l'actualité, dans un lieu qui s'appelle Kiev. Autrement dit, la Russie est née dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine. Ce qui fait que les Russes ne veulent pas lâcher l'Ukraine, considèrent que c'est la première Russie, et que les Ukrainiens ne veulent pas que les Russes y mettent les pieds parce qu'ils se considèrent comme non-russes. Je ferme la parenthèse. J'ai assisté à un dialogue hallucinant. Il y avait là le catholicos, c'est le chef de l'Église, catholicos, vous avez compris, donc l'universel, c'est le titre que portent plusieurs chefs d'Église orientale. En Géorgie, il y a un catholicos, en Arménie, il y a un catholicos. Ça, c'est une très bonne idée. Merci. Merci. Les Syriaques aussi ont un catholicos. C'est un titre qui doit être porté par 4 ou 5 chefs d'église. Titre grec, bien sûr, hein, c'est un mot grec. Et cette scène, je vous la raconte, le patriarche Alexis, qui était quand même un peu moins corrompu que son successeur, l'actuel Kirill, même si c'était aussi un officier du KGB, dit en russe aux catholicos arméniens qui étaient présents, évidemment, au millénaire de la Russie, c'était donc en 1987, il lui dit, le patriarche de Russie dit aux catholicos arméniens, nous sommes très fiers de ce millénaire et c'est important pour nous de le célébrer, je vous remercie pour votre présence. Et le catholicos d'Arménie lui répond, mais c'est tout à fait normal, nous aussi nous nous réjouissons pour vous. Nous avons aussi fêté notre millénaire. C'était au XIVe siècle. Et voilà les plaisanteries ecclésiastiques habituelles. C'était un homme qui avait un certain humour. Donc, pour poursuivre l'histoire,
jusqu'à ce que l'Empire byzantin s'effondre, l'Arménie entretient des rapports relativement tendus avec Byzance, qui a beau être un empire chrétien, mais Constantinople est tatillonne, elle veut soumettre les autres peuples, elle veut les écraser d'impôts, et la politique se mêle beaucoup de ça. Bref, les Arméniens font un schisme. En 451, au concile de Chalcédoine, qui se situe pas loin de Constantinople, une question centrale est débattue. Jésus est-il homme, ou Jésus est-il Dieu, ou Jésus est-il les deux? Et on va trancher pour dire qu'il est les deux, vraiment homme et vraiment Dieu. C'est la théologie catholique, qui est aussi la théologie protestante, je crois, puisqu'elle découle de ça, et de la théologie catholique. Alors que pour les Arméniens, les Coptes d'Égypte, les Syriaques, pour les Malabars, c'est-à-dire, ou les Malankars, c'est-à-dire les chrétiens de l'ouest de l'Inde, qui sont d'origine syriaque, pour les Coptes d'Éthiopie, cette formulation n'est pas correcte. Et ils se séparent des Grecs. C'est le premier schisme dont on parle jamais. C'est en 451, et alors qu'on nous parle évidemment beaucoup du grand schisme de 1054 entre Constantinople et Rome. Il y eut un premier schisme. Bon, ça a été réparé par le pape Paul VI, qui a fait faire un énorme travail de compulsion des textes et qui a fini par trancher la chose de la manière suivante. Il a déclaré que le monophysisme, c'est-à-dire le Christ a une seule nature, le monophysisme de l'Église arménienne est, je cite le texte de l'Église de Rome, purement verbal. Oui, c'est vrai. Le pape avait raison. Les Arméniens ne veulent pas qu'on dise le Christ a deux natures, une nature divine, une nature humaine. Leur formulation, c'est le Christ a une seule nature qui est à la fois divine et humaine. C'est ça qu'on appelle un schisme purement verbal. Ceux qui croient en revanche que Jésus n'est que Dieu sont les Syriaques, les Coptes d'Égypte et les Coptes d'Éthiopie. Eux, ce sont des vrais monophysites. Monophysite, une seule nature. Ce qui, monsieur le pasteur, je parle sous votre autorité, de mon point de vue, est une erreur. Parce que si Jésus est Dieu, alors une grosse part de l'incarnation disparaît. Et la figure, l'exemplarité de Jésus pour nous tous est amputée de la partie humaine et de toutes nos faiblesses. Dieu, à ce moment-là, Jésus ressemble plus à Hercule dans la tradition du héros grec. Je referme la parenthèse. Ça explique pourquoi l'Arménie va être abandonnée. Pour des raisons théologiques, on s'est trop disputé avec les Byzantins. Après ce concile, ça va, il n'y a pas encore d'islam. Mais en 632 meurt un certain Mohammed, le prophète. Et à partir de là, 650, 660, 680, les Arabes lancent la conquête de tout le Moyen-Orient. Ils remontent jusqu'au nord et ils ravagent l'Arménie. Brièvement, mais ils la ravagent. Et là, les Byzantins ne vont pas bouger le petit doigt. 2 siècles après, arrive une population qu'on n'a jamais connue, qui n'a même pas de nom. C'est celle qu'on va appeler les Turcs. Les premiers Turcs, en 1071, écrasent définitivement l'armée byzantine regroupée. L'armée byzantine en 1071, ce sont des Grecs, des Syriens, pas mal de capitaines de guerre arméniens, des recrues slaves, car Byzance domine la Bulgarie, la Roumanie, la Grèce, la Yougoslavie de l'époque, Chypre, tout l'est de la Méditerranée, le Liban, la totalité de la Turquie, l'Égypte,
une partie du Maghreb. Tout ça, c'est l'Empire byzantin. Tout ça est vaincu avec son empereur à la tête lors de la bataille de Manzikert en 1071. Et Manzikert, c'est en plein cœur de l'Arménie. Sous les yeux des Arméniens qui sont passifs, l'Empire byzantin est écrasé par les premiers Turcs qui s'appellent les Seldjoukides, parce que leur chef s'appelait Seldjouk. À partir de là, l'Arménie est turquifiée. Ces Turcs seldjoukides ne sont pas des gens très sérieux, ce sont des tueurs et des envahisseurs, mais ce ne sont pas des fondateurs d'empire. Ils vont céder la place à d'autres tribus turques quand va arriver une troisième couche. Après les Arabes et les Turcs, arrive la terrible invasion mongole des années 1230-1250. Ce sont ces Mongols qui rasent Kiev et qui changent l'histoire de la Russie. En envahissant toute la zone, Arménie comprise, pays arabes compris, Bagdad, Damas, Le Caire, l'Arménie, tout l'est de la Turquie et le nord à travers la Géorgie du Caucase jusqu'à Kiev en Ukraine, les Mongols envahissent tous ces pays-là et rasent tout de façon extrêmement sanguinaire. On considère que 35% de la population de l'Arménie a été décimée, 35%, c'est gigantesque, par l'invasion mongole, qui ne laisse aucune trace, ni édifice, ni construction, rien. Ce sont des purs pillards. Et puisque je vous ai parlé de l'Ukraine, il faut que je réponde à la question. Je rouvre la parenthèse pour la fermer très vite après. Les Mongols prennent Kiev, la rasent et la pillent, et la Russie dite kievienne disparaît. Et elle va mettre 2 siècles à renaître 800 km au nord. Enfin, pas 800, 400 exactement, 450 km au nord, à Novgorod, et ensuite autour de la ville la plus retirée, la plus éloignée des attaques mongoles, qui s'appelait Moscou. La Moscovie profite, prend naissance à partir du moment où Kiev est rasé. Tout ça, ça compte beaucoup dans l'histoire contemporaine. Et c'est lié aussi à l'invasion qui efface l'Arménie alors complètement dans ses structures. De tout cela, il ressort quoi? Que l'Arménie se maintient chrétienne avec tout ce qu'elle a subi, et que, au fond, les endroits où les Arméniens résistent le mieux, ce sont des vallées, des montagnes difficiles d'accès pour des cavaliers, parce que quelle est la supériorité des Mongols? C'est le cheval. Ils ont des petits chevaux qui courent très vite, et surtout, c'est la seule peuplade qui tire à l'arc au galop et qui fait mouche. Ils avaient cette culture. Alors que chez les Byzantins ou autres Européens, le cheval, on le met à l'arrêt, on tire et puis il repart. Donc, ils avaient une supériorité. C'est comme si aujourd'hui, c'est comme si on disait, cette armée a des drones face à telle autre qui n'en a pas. L'armée qui a des drones l'emporte. C'était une supériorité militaire évidente. Donc, les Mongols ne vont pas savoir transformer leur royaume, et vivant de pillardise et pas du tout de construction, une fois que tout est pillé, les Mongols vont mettre un petit siècle à s'éteindre, à s'effacer. Il n'y a qu'en Russie où ils continueront à se maintenir sous le nom de Tatars. Là, nous retournons à l'Arménie. L'Arménie se maintient, comme je l'ai dit, bien dans les vallées, les montagnes, là où les chevaux et les arcs ne servent à rien. Un des lieux de résistance les plus forts, c'est le Haut-Karabakh.
Le Haut-Karabakh résiste systématiquement à toutes les invasions que je viens de décrire. Et c'est une sorte de citadelle de résistance. Ça, c'est le premier effet face à ces invasions. Le deuxième effet est extrêmement négatif. Il est celui qui consiste à ériger des féodalités contre l'État central. Donc, si je me protège dans les vallées, il y a un chef, il y a un seigneur, un féodal, qui va prélever la dîme et tout ce qu'il faut sur les paysans locaux. Donc, on adopte pour la survie une structure qui va rester archaïque. Il n'y a pas de capitale, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'autorité centrale, il n'y a plus de royaume possible puisqu'on est dans la suggestion totale aux Turcs seldjoukides, puis aux Mongols, et puis 2 siècles après, au milieu du XIVe siècle, vers 1300-1350, arrive la dernière vague de peuplement turc qui découle des invasions mongoles, puisque c'était des supplétifs des Mongols, arrivent les Turcs ottomans. Du nom, là aussi, de leur chef qui s'appelait Osman, ottoman. Alors, les Turcs ottomans, eux, ont travaillé un peu plus le sujet. Les Mongols n'étaient pas musulmans, ils étaient chamanistes. Les Arméniens ont même essayé, dans une mission, de les convertir au christianisme. Ils n'y sont pas parvenus. Mais les Turcs ottomans, quand ils arrivent, ils sont musulmans, puisque l'Asie centrale, Ouzbékistan, Kazakhstan, Kirghizistan, Turkménistan, vous voyez aujourd'hui Samarcande et Bukhara, etc., c'est cette époque-là, c'est-à-dire c'est une sorte d'apogée de l'islam. Donc les Turcs ont été islamisés déjà en Asie centrale. Et pour les Turcs, l'idée, c'est de mettre fin à tous les califats arabes et de prendre possession de toute la région. C'est la naissance de l'Empire ottoman. Les Arméniens, donc, si je fais une première pause dans ce long récit, ont subi toutes sortes d'invasions et ils ont perdu toute forme d'État, de culture étatique, de culture du pouvoir. Ils ne sont que dans la culture de la survie, de la suggestion, sauf quelques féodaux comme le Karabakh qui résiste. L'Arménie est globalement soumise à l'impôt musulman, aux vexations musulmanes que leur imposent les Turcs ottomans. De 1453, chute de Constantinople, à 1915, génocide contre les Arméniens sont, comme les Grecs de Turquie, sont soumis aux Turcs. Ils s'en sortent pas mal, il n'y a pas de massacre pendant ces 4-5 siècles, mais c'est un état de sujétion et d'infériorité totale. C'est avec le XIXe siècle et la désagrégation de l'Empire ottoman que les choses vont se précipiter. À partir du moment où les pays slaves d'Europe centrale et non slaves comme la Roumanie conquièrent peu à peu leur indépendance, les Arméniens, par contagion, nourrissent le même espoir d'indépendance parce qu'ils sont écrasés d'impôts, de vexations et qui n'ont pas les mêmes droits que les citoyens musulmans. En 1822, la Grèce devient indépendante et de fil en aiguille, entre 1822 et 1900, presque tous les pays balkaniques s'affranchissent. Et pour les Turcs d'Istanbul, capitale de l'Empire, la seule communauté chrétienne fidèle qui ne risque pas de bouger un petit doigt, ce sont les Arméniens. Mais à partir du moment où les Arméniens, à la fin du XIXe, expriment le même désir d'indépendance que les Bulgares, chez qui ils font beaucoup de stages, les Arméniens et les Bulgares sont très proches, les Turcs changent complètement de langage et ont lieu très vite des premiers massacres. 1895 a lieu un massacre de masse des Arméniens à l'intérieur de l'Empire ottoman.
qui provoque au moins 300 000 morts. L'Arménie s'est trouvée dépecée avec l'occupation ottomane entre la Russie, la Perse et la Turquie. La partie que vous voyez en rouge était perse, ce qui fait que la langue que nous parlons n'est pas tout à fait la même. C'est la même, mais il faut faire un petit effort. À gauche, dans la Turquie, se trouvaient des populations arméniennes majoritaires. En 1913, pour vous donner une idée, le recensement fait état de 14 ou 15 millions de Turcs dans l'Empire ottoman entier et de 2,4 millions d'Arméniens. Vous voyez, c'est beaucoup, hein, 2,4 millions sur un peu moins de 15 millions de Turcs. Et c'est donc pour les Turcs une énorme perte que de voir cette population se séparer et devenir indépendante, d'autant qu'elle se situe à l'est, que les Bulgares et les Roumains se détachent. Ils sont à l'ouest, en Europe. Mais les Arméniens, ça coupe la Turquie du reste des peuples turcs. Un troisième intervenant dans cette période joue un grand rôle, il s'appelle la Russie. À la suite des rêves de grandeur de Pierre le Grand, de Catherine II, qui avançait vers le sud, Catherine II a pris les républiques du Caucase, Tchétchénie, etc. Pierre le Grand s'était chargé, lui, de l'Ukraine, qu'il a avalé. La Russie ne cesse de descendre vers le sud-est. Nicolas Ier, un tsar qui règne à partir des années 1820, décide d'achever le travail. Et il attaque les Perses, qui étaient à l'époque détenteurs de l'Arménie et de la Géorgie. L'Empire perse montait jusqu'en haut, le reste étant l'Empire ottoman. Donc vous avez des Ottomans et des Perses. En 1828, Nicolas Ier finit sa conquête et enlève à la Perse la Géorgie, l'Arménie et cet État qu'on appelle aujourd'hui l'Azerbaïdjan. Les Russes n'appellent pas ça l'Azerbaïdjan, ils appellent ça les Tatars. Pourquoi ? Parce qu'il y a une province au nord de l'Iran, donc, qui se trouve là, en dessous du Karabakh, au-dessus du mot Iran. Là, vous avez 25 millions d'Azéris, donc la même population que celle qui habite l'Azerbaïdjan. Ils sont chiites, musulmans chiites, alors que les Turcs sont sunnites. Et les Arméniens se retrouvent sans l'avoir cherché et sans avoir combattu eux-mêmes, passant en quelques semaines de la main des Perses, musulmans chiites, à la main des Russes, chrétiens orthodoxes. Nouveau bouleversement. Pour les Russes, l'Arménie, c'est une route d'accès vers l'Iran, mais aussi un moyen de bloquer les ambitions de l'Empire ottoman vers l'Est, c'est-à-dire d'empêcher l'Empire ottoman d'opérer sa fusion avec tous les autres peuples turcs, car le peuple azéri qui peuple l'Azerbaïdjan est aussi turcophone. De l'autre côté de la Caspienne, le Turkménistan est turcophone. Après le Turkménistan, il y a l'Ouzbékistan est turcophone. Le Kirghizistan est turcophone. Au nord, le grand État Kazakhstan est turcophone. Au sud du Kirghizistan, vous avez encore le Tadjikistan, qui n'est pas turcophone, c'est un tout petit État. Et puis, vous avez la Chine, et l'extrême ouest de la Chine est peuplé par des Ouïghours qui sont turcophones. Donc, l'Empire ottoman, se voyant partir morceau par morceau, élabore, échafaude une théorie qu'on appelle le panturquisme, qui considère que la gloire de la Turquie, c'est de dominer l'ensemble du monde turc jusqu'à la Chine. Or, dans cet ensemble de peuples que je viens de citer, un seul et unique n'est pas turc, pas turcophone et pas musulman. Ce sont les Arméniens. Donc stratégiquement,
il faut les éliminer. Et le génocide, sur lequel je ne m'étendrai pas, a lieu en 1915. Il aboutit à l'extermination d'1,5 million d'Arméniens sur 2,4. Le restant, les survivants, sont chassés par les Turcs, expulsés du territoire. Ceux qui réussissent à sauver leur vie sont déportés à travers les grands déserts de Syrie, où ceux qui survivent à la soif, à la faim, aux maladies et aux maltraitances et aux tortures qui leur sont infligées le long des convois, tout cela fonde les Arméniens que vous connaissez aujourd'hui, qui sont allés se réfugier à Beyrouth ou à Damas ou à Alep ou au Pirée en Grèce, et qui aujourd'hui donnent à peu près la communauté française d'origine arménienne ou canadienne ou états-unienne ou argentine. À partir de là, le peuple arménien a changé de destin. Je reviens à l'occupation de M. Nicolas Ier, qui est un sacré bonhomme. Vladimir Poutine a dans son bureau le portrait de Nicolas Ier. Nicolas Ier a très bien commencé, il a très mal fini, puisqu'il est mort juste après la défaite de la guerre de Crimée, qui avait lieu en Ukraine. Puisque là, c'est les Anglais qui sont entrés dans la danse, ils ont considéré que la Russie allait un peu trop au sud et qu'à force d'avancer vers le sud, et si jamais les Russes colonisaient la Perse, alors c'est l'ensemble du royaume de l'Empire des Indes qui serait menacé un jour par la Russie. Car via l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, la Russie arrive au nord de l'Afghanistan. Et après l'Afghanistan, on peut toucher le pays qu'on appelle aujourd'hui le Pakistan, c'est-à-dire à l'époque l'Inde. Donc les Anglais décident d'une grande opération en Crimée pour casser la figure de Nicolas Ier et arrêter ses ambitions. C'est 1854-1856, la guerre de Crimée, défaite russe. Ça aura un gros impact. L'Arménie vit sa vie petitement dans l'Empire tsariste. Elle subit tout ce que les Russes se font subir à eux-mêmes. La police politique, l'Okhrana, les persécutions de l'Église russe officielle qui est orthodoxe, et je vous ai dit que les Arméniens étaient séparés des orthodoxes pour les raisons liées à la nature de Jésus. Au fond, les Arméniens ne sont pas massacrés comme ils peuvent l'être chez les Turcs, mais enfin, ils ne sont pas très bien lotis. Lorsque l'indépendance arrive avec l'effondrement de l'Empire tsariste après la révolution de 1917, ces trois pays, Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan, sont regroupés dans une seule fédération qu'on appelle la Transcaucasie, parce que le tsar lui-même avait défini cette zone en se méfiant énormément des nationalités comme Transcaucasie sous les ordres de son cousin germain, voire de son frère. Là, c'était le grand-duc Michel, en l'occurrence, le dernier à régner. Ce roi régnier, qui était donc le cousin germain de Nicolas II, le dernier tsar, régnait à Tbilissi dans son palais. Il avait un palais en Arménie et aussi à Bakou. Et il dirigeait les trois peuples en essayant de les monter aussi souvent que possible les uns contre les autres. Il y a donc eu des massacres, des guerres sous les Russes, sous le tsar en 1905, entre Arméniens et Tatars, c'est-à-dire les Azéris, déjà. Les Russes ont tout le temps manipulé cette région. Et même quand Staline a pris le pouvoir et est devenu commissaire aux nationalités, en 1921, 22, 23. En 1923, quand il a dessiné le contour qui est sous vos yeux, ça c'est la main de Staline. Il a fait en sorte que, étant géorgien lui-même, les Arméniens soient le plus mal lotis. Et que les Azéris, qui étaient les plus nombreux, parce que la démographie musulmane est plus forte que celle des Géorgiens
chrétiens et des Arméniens chrétiens, eh bien, il s'est débrouillé pour que les Azéris aussi soient pénalisés. Et voici ce que ça donne. Vous avez le Haut-Karabakh qui était une région autonome sous l'URSS, ainsi en a décidé Staline. Vous avez le Nakhitchevan qui est ici. Qui est une continuation de l'Azerbaïdjan, qui est donc un État coupé en deux, et l'Arménie qui est un État coupé en deux. Mais la nuance qui est de taille, c'est que ceci est une enclave de l'Arménie dans l'Azerbaïdjan, elle est encerclée, alors que ceci est une exclave de l'Azerbaïdjan qui a dépouillé l'Arménie. Autrement dit, ça peut très bien vivre tout seul, d'autant que les Azéris étant turcs, ils sont en jonction ici, dans ce tout petit passage, avec la Turquie. Donc la Turquie peut passer par ici, et l'idée aujourd'hui, c'est de traverser le sud de l'Arménie par une route, ce qui permettrait d'aller d'Istanbul à la Caspienne d'une seule traite, et au-delà de la Caspienne, à travers l'histoire des peuples turcs que je viens d'évoquer, jusqu'en Chine. Voilà le plan. Et je ne fais pas partie de ces gens qui pensent qu'un génocide se prépare. Je n'aime pas du tout ces mots employés de façon inappropriée souvent. Je crois en revanche qu'il est clair et net que la Turquie d'Erdogan a le grand plan historique de rejoindre tous les peuples turcs et turcophones d'Asie centrale et de transformer l'Arménie en État passoire, vassal, complètement dépendant. Le but n'est pas, selon moi, d'éliminer ou de raser l'Arménie, le but c'est de la soumettre à tous les désirs et à tous les fantasmes de la Turquie. Voilà, pour faire court, cette longue histoire où on en est aujourd'hui. L'Arménie s'est édifiée à travers un modèle extrêmement original. Via son église et sa culture chrétienne, elle a gardé sa spécificité culturelle. Ni les Arabes, ni les Mongols, ni les Turcs, ni les Russes, ni les Perses ne l'ont fait renoncer à sa culture et à ses traditions, à son architecture. Rien. C'est un État culturel. Mais est-ce un État politique? Jusqu'à ce jour, les doutes est permis. Le problème, c'est que l'Arménie, à travers toute l'histoire que je viens de retracer rapidement, n'a pas eu de culture et de construction politique, parce qu'elle n'avait pas jamais eu d'indépendance, pas de parlement, pas de grand chef. Comprenez, le génie français, sans Louis XI, sans Louis XIV, sans Richelieu, même avant Louis XIV, sans Napoléon, sans De Gaulle, ne s'expliquerait pas. Tout ce qui a fait la gloire et la grandeur de la France, c'est cette accumulation prodigieuse de construction à partir d'une base étatique très forte. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous payons tant d'impôts et pourquoi nous n'arrivons pas à réformer le pays. Parce que notre culture étatique, c'est une véritable religion. Oui, mais ça a fait la force de la France. Aujourd'hui, c'est une source de faiblesse, en tout cas une source de rigidité, voilà, plutôt, mais ça a fait la force et la gloire de la France. C'est comme ça. Même la liquidation des protestants et la révocation de l'édit de Nantes fait partie de la construction d'une nation. Louis XIV était sûrement croyant, il n'aimait pas du tout qu'on plaisante avec ça, mais enfin, avant même d'être croyant, il voulait pas, surtout pas, que les protestants installent une sorte de diversité à l'intérieur du royaume. Il voulait l'unité. Eius regio, cuius religio.
L'Arménie n'a rien eu de tel. Ni roi, ni religion n'était possible, c'était des survivances. Le génie des Turcs, des sultans, a été quand même assez remarquable. Lorsque Mehmed II, le sultan, a pris au mois de mai 1453, a pris Constantinople dans un bain de sang indescriptible, très vite, c'était un esprit politique, il s'est dit, voilà, nous les Turcs, nous sommes des Asiates, nous allons les dominer parce que nous sommes les plus forts, mais enfin, nous ne sommes pas capables de peupler un ensemble qui va de Belgrade à Erevan. C'est trop vaste. Donc, et de surcroît, à Belgrade, ils sont chrétiens, à Erevan, ils sont chrétiens, au milieu, il y a quand même majoritairement des chrétiens. Certes, les Turcs ont dominé les Arabes, les Syriens, les Libanais, les Égyptiens, les Jordaniens, ils sont emparés des lieux saints, de la Mecque. Tout ça, c'est vrai, mais c'était des démographies arabes très, très, très faibles. Le génie des Turcs a consisté à dire, nous allons créer le système du millet. Le millet, c'est la communauté, M-I-2-L-E-T, c'est-à-dire les chrétiens qui sont soumis, on ne va pas entrer dans leurs affaires. Nous allons nommer un chef, qui était évidemment le patriarche de l'Église. Ils feront leur mariage, leurs enterrements, leurs écoles et leurs pratiques linguistiques comme ils veulent, mais ils n'auront aucun pouvoir politique et ils paieront l'impôt 10 fois plus que les musulmans. C'est tout. Les Grecs, les Arméniens, les Syriaques, les Maronites libanais se sont pliés à tout cela. Il n'y a jamais eu que 2 millets, enfin 3, dans l'Empire ottoman. Le millet grec, qui a été accordé tout de suite en 1457, alors que la ville a été prise en 1453, et le millet arménien, qui a suivi de peu en 1464. Puis il y a eu le millet juif, beaucoup plus tard. C'est tout ce que les Turcs reconnaissaient. Mais à l'intérieur de ces communautés, les Turcs ne mettaient pas le petit doigt. C'est pour ça, c'est de cette manière qu'on peut expliquer pourquoi ça a tenu si longtemps. Il y a eu un génie ottoman, un génie politique. Et beaucoup de gens ne le voient pas, mais c'est encore quelque chose comme ça que rêve d'établir, d'instaurer Erdogan un peu partout. C'est-à-dire une suprématie turque, par exemple, sur Gaza, puisque le deuxième financier du Hamas après le Qatar, c'est la Turquie. Il faut le dire et le répéter. Donc, il y a comme ça des lignes de force historiques qui durent jusqu'à aujourd'hui. Je termine avec le Karabakh, parce que je suis prêt à répondre à toutes vos questions, évidemment. On a encore pas mal de temps pour le faire. Le Karabakh est une tragédie qui est issue d'un engrenage qui n'a jamais été construit, ni voulu, ni même dominé. Et c'est comme ça que s'explique cette tragédie. Les Arméniens qui vivaient au Karabakh, je vous l'ai dit, étaient des résistants aux Mongols et à tous les autres. Et ils se sont toujours vécus comme des résistants. Ils avaient des chefs, des féodaux. Et les derniers chefs qu'ils ont eus avaient un comportement aussi féodal. La main sadique de Staline a dessiné la carte qui est là avec le Karabakh enclavé. Les Arméniens s'y sont accoutumés. Mais le problème, c'est que les Azéris n'ont pas joué le jeu comme jamais. Ils ont été d'une violence rare. Ils ont commencé par azérifier la région, implanter de force des familles, comme les Turcs l'ont fait à Chypre, où ils ont mis en plein milieu de Chypre des familles turques complètement déshéritées d'Anatolie pour faire croire qu'il y a un quota de Turcs très élevé à Chypre. Les Turcs sont très très habitués à pratiquer l'ingénierie ethnique. Ça s'appelle comme ça, c'est affreux.
Donc, les Arméniens sont retrouvés infériorisés, humiliés, n'ayant pas accès aux emplois publics, ni opposition enviable dans le système soviétique. Ils étaient soumis, franchement maltraités. Lorsque l'Empire soviétique a commencé à donner des signes de fatigue dans les années 1980, qu'on a tous connus, Gorbatchev n'a prêté aucune attention à cette région de l'URSS. Et les Arméniens ont commencé à exprimer, quand ils ont entendu parler de glasnost et de perestroïka, ils ont commencé à exprimer leur désir légitime, qui n'était pas celui de l'indépendance, qui était celui de l'autodétermination réelle, de l'autonomie réelle. La réplique de l'Azerbaïdjan a été une série de massacres. À Sumgait, à Bakou, dans d'autres lieux encore, des hordes d'Azéris ont poursuivi des Arméniens avec des machettes, des haches, des pioches, et ça a été un carnage incroyable. Hommes, femmes, bébés, nouveau-nés, tout y est passé. À partir de là, les Arméniens ont décidé que ça n'était plus possible. La cohabitation n'était plus possible. Et ils ont exprimé un désir d'indépendance clair et net. Lorsque l'Empire soviétique s'est effondré en 1991, une des premières conséquences, ça a été la montée du Karabakh au milieu de toute cette région et la proclamation de l'indépendance, avec ce paradoxe qui est que le Karabakh a proclamé son indépendance plusieurs jours avant que l'Arménie ne le fasse. Donc, l'Arménie s'est trouvée à la remorque du Karabakh. Le Karabakh était leader. Les habitants du Karabakh étaient même allés voir Gorbatchev, qui leur avait opposé une fin de non-recevoir totale. Le gentil Gorbatchev avait dit non, vous n'aurez pas d'indépendance, d'autonomie plus que ça, vous êtes en Azerbaïdjan et ça ne bougera pas. Donc, toutes les voies légales avaient été explorées. Donc, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en 1988, lorsque l'Arménie a proclamé son autonomie, elle voulait appliquer la constitution soviétique qui prévoit le référendum libre, mais de façon tout à fait virtuelle, pour des populations qui se considèrent persécutées ou maltraitées. Sauf que la constitution russe, c'est un chiffon de papier qui n'avait pas pour objet d'être utilisé, ni d'être lu. C'était le cache-misère du régime. Jusqu'à aujourd'hui, Poutine prend des décisions constitutionnelles qu'il fait toujours valider par la Cour constitutionnelle. C'est une pratique des régimes totalitaires que d'utiliser un habillage légaliste. Et les Arméniens se sont fait avoir par ça, puisqu'il n'a pas été question qu'ils aient l'indépendance à aucun moment. Et lorsqu'ils ont commencé à agiter l'idée d'indépendance, avant même la chute de l'URSS, donc en 89-90, ils ont dit qu'ils voulaient faire sécession, non pas de l'Azerbaïdjan, mais de l'URSS. Ce qui, encore une fois, était autorisé par la constitution de l'URSS. Et c'est l'article, je crois, 36 ou 38. Mais c'est un article que Staline avait fait mettre dans la Constitution parce qu'il figurait déjà dans la Constitution que Lénine avait élaboré dans les années 20. Mais c'était une pure illusion. Par un engrenage, je vous disais tout à l'heure, incroyable, le Karabakh est devenu indépendant avant l'Arménie, ce qui a forcé l'Arménie à proclamer très vite son indépendance dans un état d'impréparation. Et comme les dirigeants du Karabakh ont à ce moment-là déclaré une guerre à l'Azerbaïdjan avec le soutien de Moscou, puisque Gorbatchev était tombé, est arrivé Yeltsin et toute sa clique, et Yeltsin avait décidé, lui, qu'il fallait infliger une leçon aux Azéris. Pourquoi ? Parce que l'Azerbaïdjan s'était mis tout de suite, à partir de 1991 et la fin
de l'URSS, l'Azerbaïdjan s'est mis à regarder du côté des Américains. Parce qu'ils avaient du pétrole, ils voulaient rénover tout ça, ils ont appelé les Américains et les Britanniques. Ça n'a pas plu à Yeltsin. Yeltsin a dit, il faut leur donner une leçon, on va soutenir le Karabakh. Et l'Arménie a bénéficié d'un très fort appui militaire russe. Et c'est ainsi que les Arméniens ont occupé, entre 91 et 94, jusqu'à 20% du territoire de l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire toute la tâche qui va de l'Arménie au Karabakh. Le territoire entre les deux a été, y compris le sud, a été complètement investi par des forces arméniennes. Cette situation a duré jusqu'en 2020, en septembre 2020, où la vengeance azérie s'est exercée. Et le dernier reliquat, c'était cette petite entité autour de la ville de Stepanakert qui occupait uniquement le nord de la tache verte, et cette entité a été liquidée en 24 heures, le 13 septembre dernier, par une attaque azérie. Je tiens à préciser que en 2020, l'Azerbaïdjan a signé un texte, un cessez-le-feu, dans lequel, avec les Russes et les Arméniens, sous l'égide des Russes, Vladimir Poutine était présent, dans lequel il était spécifié que l'Azerbaïdjan ne recourait pas à la force. Il a donc violé sa parole à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Aujourd'hui, l'avenir pour l'Arménie, il n'a pas le choix, ça va être de recevoir cette route qui traverse le sud. Est-ce que c'est une sujétion complète? Est-ce que cette route, comme le demandent les Turcs et les Azéris, doit se faire en statut d'extraterritorialité, ou est-ce qu'elle doit rester sous souveraineté arménienne? C'est ça le problème. Il y a une marge de manœuvre. Si le Premier ministre arménien est malin, il pourrait dire, voilà, j'ai compris, la route doit relier le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan et ensuite rejoindre la Turquie, elle passera par l'Arménie, mais ça sera sous souveraineté arménienne, nous toucherons des droits de douane et la sécurité sera assurée par nous. C'est un argument pour négocier le fait qu'en échange, l'Arménie accepte que cette route soit tracée et percée. Il y a là une grosse partie diplomatique. Mais est-ce que les choses prendront ce tournant favorable? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ce que fait le Premier ministre arménien, c'est-à-dire demander l'arbitrage de l'Europe et se rapprocher de plus en plus de l'Europe, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais attention, il y a exactement 3 jours, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Russie a dit cette phrase, là, qui est très inquiétante. L'Arménie est en train de prendre le chemin de l'Ukraine, c'est-à-dire de tracer son autonomie complète, son affranchissement complet par rapport à la Russie. Et Vladimir Poutine n'a pas du tout l'intention d'accepter cela. Alors, on en est là, à l'heure où je vous parle, ce soir. L'Arménie est au carrefour de 2 possibilités, ou bien Poutine se venge et remet l'Arménie dans le rang, après l'avoir abandonnée face aux Azéris, possible, ou bien Poutine est tellement englué et embourbé en Ukraine qu'il a vraiment d'autres soucis, et l'Arménie peut espérer tracer un petit chemin de survie, mais il faudra de toute façon, incontestablement, qu'elle joue avec ses voisins, et notamment son grand voisin qui est la Turquie. L'Arménie ne peut plus, et de mon point de vue ne doit plus, continuer de s'opposer à la Turquie. Ça lui a coûté vraiment trop cher. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste un petit pays de 3 millions d'habitants, de 28 900 km², un pays qui est d'une immense richesse culturelle, d'une très grande beauté, et une diaspora de par le monde d'environ 6, 7, 8, 9 millions, c'est difficile à comptabiliser, qui sont répartis dans le monde entier. C'est l'Arménité tout entière
se définit par l'individu beaucoup plus que par l'État ou la collectivité. Donc il y a là une construction tout à fait originale. L'Arménie est une démocratie, imparfaite mais une démocratie. La Turquie est une vraie dictature, l'Azerbaïdjan est une vraie dictature, la Russie est une vraie dictature, l'Iran est un enfer. Dans cet environnement-là, réussir à survivre, à rester chrétien, à appliquer des principes démocratiques, c'est en soi une grande réussite. Et je voudrais vous laisser sur cette conclusion optimiste. Les Arméniens ont fait beaucoup d'erreurs politiques, ils souffrent de beaucoup d'infirmités historiques, mais il y a une exemplarité. C'est un peuple qui a toujours envisagé sa reconstruction et sa résurrection sur la base de deux principes. Le premier, c'est la liberté. Le deuxième, c'est la culture. Et par sa liberté et sa culture, je ne crois pas une seconde, pour répondre à la question de l'exposé ce soir, que l'Arménie disparaîtra. Je ne le crois pas. Elle survivra par sa culture, par son goût de la liberté. Solzhenitsyn, avant de mourir, a laissé cette phrase terrible sur l'histoire russe: nous n'avons pas assez aimé la liberté. C'est tellement vrai par rapport à la tragédie que subit le peuple russe. Eh bien, les Arméniens peuvent dire exactement l'inverse. Ils ont adoré, profondément aimé la liberté, et jusqu'à ce jour, c'est ce qui les a sauvés. Ce n'est pas l'État arménien qui a sauvé les Arméniens, c'est chacun des Arméniens qui a préservé un petit État qui s'appelle l'Arménie, qu'il soit territorial là-bas ou qu'il soit vécu dans les rêves et dans les cœurs en diaspora, l'Arménie reste vivante. Merci.